La laïcité, c'est un mot qui semble résumer toute la France, et en même temps, c'est une source permanente de débat, parfois même d'incompréhension. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, une simple définition, ça ne suffit pas. Non, il faut plonger dans son histoire, un parcours politique assez mouvementé qui a mis plus de 2 siècles à forger ce principe. C'est l'un des grands piliers de la République française, c'est certain. Pourtant, même ici en France, on débat constamment de ce que ça veut dire exactement. Et alors à l'étranger, c'est souvent un vrai casse-tête. Alors pour essayer de démêler tout ça, le mieux c'est de reprendre les choses depuis le tout début. Oui, pour comprendre pourquoi on en parle autant aujourd'hui, que ce soit pour l'école ou les services publics, il faut absolument faire un retour en arrière, remonter à la source, à une époque de grands bouleversements où tout a changé. Ok, alors avant de se lancer dans ce voyage historique, posons juste les bases, c'est important. La laïcité, en fait, c'est un peu comme une balance, avec 2 plateaux. D'un côté, on a l'État. Lui, il est complètement neutre. Il ne reconnaît, ne finance et ne favorise aucune religion. Point. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les citoyens. Et là, c'est la liberté de conscience la plus totale. Croire, ne pas croire, pratiquer sa religion, dans les limites de l'ordre public, bien sûr, c'est vraiment cet équilibre-là qui est la clé de tout. Allez, on y va. Le point de départ de tout ça, le vrai, c'est la Révolution française. C'est là que, pour la première fois, une idée complètement folle pour l'époque commence à faire son chemin. Et si on repensait totalement le lien entre l'État et la religion? Et ça ne traîne pas. Dès 1789, dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme, l'article 10 pose une première pierre essentielle. La phrase, pour l'époque, est énorme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est la toute première fois qu'on dit ça noir sur blanc. La liberté de conscience devient un droit fondamental. Et ça va très très vite. À peine 6 ans plus tard, hop, on passe à l'étape suivante, l'argent. Fini le financement public. Des décrets en 1794 et 1795 suppriment le budget des cultes. Le principe est posé, très clairement, la République française ne paye plus les frais ni les salaires d'aucun culte. Pour l'époque, c'est une rupture, mais vraiment radicale. Mais voilà, l'histoire, ce n'est jamais une ligne droite. Juste après cette avancée révolutionnaire, un personnage va arriver et tout changer. Un retour en arrière, et pas n'importe lequel. Ce personnage, c'est Napoléon Bonaparte, bien sûr. En 1801, il signe le Concordat avec le pape. Et là, adieu la séparation, l'État remet son nez dans les affaires de la religion. Il organise, il finance les cultes qu'il reconnaît, il va même nommer les évêques. Et en retour, évidemment, il attend leur loyauté. On a complètement changé de logique. L'objectif, ce n'est plus du tout la neutralité, c'est le contrôle. Le changement est radical. On passe d'un État qui dit « je ne me mêle de rien » à un État qui, au contraire, organise tout, qui gère les religions presque comme un service public. Et ce système, le Concordat, ce n'est pas une petite parenthèse. Ça va durer plus d'1 siècle. Autant dire que ça va laisser des traces profondes. Il va falloir être patient. On doit attendre la fin du 19e siècle, quand la Troisième République est bien installée, pour que l'idée de séparation revienne sur la table. Mais cette fois, on ne va pas y aller de manière brutale. Ça va se faire pas à pas. Et là, les choses s'accélèrent. On commence par un symbole très fort, l'école. Les fameuses lois de Jules Ferry rendent l'école publique, laïque. Ensuite, on s'attaque au personnel. Seuls des laïcs peuvent y enseigner. Petit à petit, la religion quitte l'espace public, les prières publiques disparaissent, la tension monte, jusqu'au clash final en 1904, la France rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican. Là, c'est clair, on a atteint le point de non-retour. Et on arrive au grand moment, le point d'orgue de toute cette histoire, l'aboutissement de plus de 100 ans de débats et de tensions pour arriver à une loi. Mais pas n'importe laquelle, une loi qui va tout changer. 9 décembre 1905. Retenez bien cette date, c'est le jour J. La loi de séparation des églises et de l'État est votée. Et avec elle, c'est tout le système du Concordat qui s'effondre. Fini la religion financée et contrôlée par l'État. C'est vraiment l'acte de naissance de la laïcité moderne. Et dans cette loi, il y a un article devenu ultra célèbre, l'article 2. C'est un peu le cœur du réacteur, si on veut. Il dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Voilà. La phrase est simple, directe. Ça veut dire que l'État se met en dehors du jeu religieux. C'est clair, net, et ça ne bougera plus. Mais attention, et ça, c'est vraiment le point crucial, ce n'est pas du tout une loi contre les religions. Au contraire, parce que juste après avoir dit que l'État est neutre, la loi garantit la liberté de conscience et la liberté de pratiquer sa religion. C'est l'autre côté de la pièce.
Et sans ce deuxième côté, on ne comprend rien à l'équilibre si spécial de la laïcité à la française. Bon, 1905, c'est la base, la pierre angulaire de tout l'édifice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Ce principe, il va être renforcé, inscrit dans la Constitution elle-même, et surtout, il va continuer de vivre, d'être appliqué et débattu jusqu'à aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, on passe à un niveau supérieur. La laïcité, ce n'est plus juste une loi, aussi importante soit-elle, ça devient un principe constitutionnel. Dès 1946, le mot laïque entre dans l'article 1er de la Constitution. Et il y est toujours, indissociable du principe d'égalité pour tous, peu importe les origines ou les croyances. Et pour voir comment ça s'applique concrètement de nos jours, prenons un exemple qui a fait et qui fait toujours beaucoup parler, la loi de 2004 sur l'école. L'idée, c'était d'appliquer le principe de neutralité non plus seulement aux murs ou aux profs, mais aussi aux élèves. La loi interdit donc le port de signes religieux qu'on qualifie d'ostensibles, c'est-à-dire très visibles. L'objectif mis en avant, c'était de préserver l'école comme un lieu neutre, à l'abri des pressions. Et ça montre bien une chose, la laïcité, ce n'est pas un vieux truc poussiéreux. C'est un principe qui vit, qui évolue. Les législateurs continuent de l'adapter pour répondre aux questions de notre époque. On l'a encore vu très récemment, en 2021, avec une nouvelle loi pour renforcer ce principe de neutralité dans tous les services publics. Donc, de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, on voit que la laïcité, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est le résultat d'une construction lente, avec des avancées, des retours en arrière, des compromis, toujours à la recherche de cet équilibre finalement entre un espace public neutre et la liberté de chacun. Et la grande question qui reste entière, c'est comment cet équilibre si typiquement français va continuer à se réinventer dans le monde de demain.